Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci du choix porté sur la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, lutte contre le Covid-19, les nouvelles autorités par le biais du ministre secrétaire général de la présidence de la République rencontrent les tenanciers des centres de loisirs. Les deux parties ont parlé des mesures pour éviter une nouvelle flambée de la maladie. Autonomisation des femmes, plus de 500 jeunes filles ont décroché leur diplôme après une formation en couture et coiffure. Ce résultat est à l'actif des CAF, un programme du département de l'action sociale. Et puis c'est parti, la campagne de vaccination contre la poliomyélite est lancée. Cette année encore, le porte-à-porte est privilégié pour toucher beaucoup d'enfants à travers tout le pays. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal lutte contre le Covid-19. L'État et les tenanciers des centres de loisirs se concertent. L'allègement des restrictions ne doit pas occasionner l'abandon des mesures barrières. Ces dispositions ont été passées en revue lors de la rencontre avec les acteurs de la filière. Le ministre secrétaire général de la présidence a exhorté les gens au respect de ces mesures. Le point avec Aboubakar Kamanou. La lutte contre la pandémie de Covid-19 en Guinée est une priorité pour les nouvelles autorités du pays. Depuis la prise du pouvoir le 5 septembre dernier par l'armée, cette lutte se poursuit sans relâche. Pour alléger les mesures, la nouvelle équipe dirigeante a procédé à la levée du couvre-feu. Mais cette décision ne signifie pas la fin de la maladie à coronavirus en Guinée. En vue de renforcer davantage la sécurité sanitaire de la population, une rencontre a eu lieu ce samedi entre l'État et les tenanciers de bars, motels, hôtels, restaurants et autres lieux de loisirs. Cette occasion a été mise à profit par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSS, de faire le point sur l'évolution de cette maladie dans notre pays. Le mois d'août et le mois de juillet a été un mois très dur pour la Guinée, où on avait un taux de positivité qui avoisinait plus de 25% sur chaque 100 personnes examinées, donc le quart était infecté, ce qui dénote une très grande activité. Donc en ce mois de septembre, on a connu une baisse à partir de la moitié du septembre jusqu'en ce mois d'octobre. Hier, on était à 0,9 cas d'infection pour 100 habitants. Donc 9 cas positifs pour 1000 personnes examinées. Donc le nombre de cas confirmés en Guinée depuis le mois de mars 2020 s'élève à 30 635. Cas guéris, on a 29 445. Malheureusement pour les décès, on a perdu 385 personnes dans nos centres d'isolement. Au niveau communautaire, on a testé 293 corps positifs, ce qui fait un total de 678. Donc pour le total isolé, hier, on avait 181 malades isolés, dont 171 dans nos centres d'isolement et 10 à domicile. Ça aussi, on est parti de 1700 au mois d'août à 171 cas hier. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie ne sont pas restés en marge de ce rendez-vous. Conscients de l'existence de cette maladie en Guinée, les représentants de cette corporation s'engagent à accompagner l'État dans sa farouche lutte contre cette pandémie. Nous ne sommes pas là pour faire des courses uniquement parce que nous voulons de l'argent. Nous avons, c'est vrai, tant souffert. Nous avons exécuté ce dont l'État nous demandait, mais aussi nous sommes arrivés à une période qu'on est obligé de travailler, d'exiger à ce que ce couvre-feu-là ne revienne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à travailler avec les services de santé dont nous allons faire des propositions pour améliorer ou par rapport au point de vaccination uniquement pour notre secteur. Ça peut être deux points que nous allons choisir au niveau de chaque commune. Les tenanciers conscients de l'existence de la maladie, on a eu à faire beaucoup de démarches. On a même initié des spots publicitaires pour au moins encourager la population à aller se faire vacciner. Parce que les personnes les plus impactées, les personnes qui ont touché du doigt aujourd'hui, la galère qu'on soulève, c'est nous. Depuis la levée du couvre-feu,
On s'est réunis, on a trouvé une commission de veille, et parce que nous sommes représentés partout en Guinée. Et nous avons demandé à ce que les personnes là aillent dans chaque structure pour demander les passes sanitaires. Cette rencontre était placée sous la haute autorité du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Dans un ton ferme, le colonel Amara Kamara rappelle que l'action de l'État s'exercera sur toute l'étendue du territoire national. Pour réussir cette lutte croisée du peuple de Guinée contre la pandémie de Covid-19, la nouvelle équipe dirigeante du pays fait des recommandations. Elle invite les tenanciers de ces établissements de loisirs à strictement respecter et faire respecter les mesures barrières dans leurs endroits respectifs. Sur recommandation du comité scientifique et d'experts, le couvre-feu depuis le 21 a été levé. Mais il est important pour nous de vous rappeler que lever le couvre-feu ne signifie pas que c'est la fin ou la rupture des gestes barrières. Avec l'expérience qui a été observée dans certains pays, ces expériences ont prouvé avec certitude que la gestion de la pandémie de Covid-19 requiert une rigueur permanente dans l'observation des gestes barrières. Nous voulons donc à cet instant vous dire que nous ne tolérons aucun relâchement dans le respect des protocoles sanitaires par les différents opérateurs économiques que vous êtes, opérateurs culturels. Là-dessus, nous avons voulu une réunion, une rencontre responsable entre vous, les acteurs, et l'État, pour que chacun prenne la hauteur et la bonne mesure de la chose. J'en appelle encore une fois à votre responsabilité. La liberté, qu'on ne la transforme pas en libertinage. Quand vous estimez que votre client n'est plus en mesure d'aller au-delà de ce qu'il a déjà consommé, c'est de votre responsabilité d'arrêter de prendre son argent pour sa santé, pour sa vie. Pour continuer à veiller sur l'exécution correcte de ces recommandations, des équipes de gendarmes et de policiers feront discrètement les contrôles inopinés dans ces lieux d'ambiance et de loisirs. Des numéros verts sont également disponibles pour pallier les soucis de sécurité. Le 122 pour la gendarmerie nationale et le 117 pour la police. Le lundi prochain, un travail technique aura lieu entre les acteurs de cette corporation et l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans les locaux de la dite agence. Le CNRD a conféré ce samedi avec la presse la loi des finances 2021 et son niveau d'exécution, la moralisation de la gestion publique et les mesures prises contre les comportements peu honorables de certains hommes en uniforme ont été abordés. Le compte-rendu avec Ansouman Toumani Kamara. Dans sa stratégie de communication, le CNRD, à travers le ministre secrétaire général de la présidence de la République, entouré des responsables du pôle économique et financier du pays, s'est prêté encore ce samedi 23 courant aux questions de la presse nationale et internationale. Le premier éclairage porte sur la loi des finances initiale et celle rectificative de 2021 adoptée le 2 septembre dernier et transmise aux nouvelles autorités le 18 septembre. Le réexamen de cette loi a permis au CNRD de déceler d'énormes imperfections dont entre autres l'augmentation des poches de dépenses et l'existence des structures de dépenses non encore créées. Le CNRD constate ce qui suit. Premièrement, l'inexistence de mécanismes fiables de contrôle sur les dépenses effectivement réalisables. 2. L'absence de support expliquant certaines hausses de dépenses dans des institutions et départements ministériels concernés. 3. Le manque de rigueur dans la répartition des dépenses publiques. 4. L'insuffisance d'outils de planification des recettes mobilisables. 5. L'insuffisance de mécanismes de contrôle de la mobilisation et de la sécurisation des recettes. 6. La mauvaise répartition des dépenses budgétaires sans prise en compte suffisante de l'orthodoxie financière. À cela s'ajoutent des prévisions de dépenses pour des structures quasi inexistantes ou non encore actives, à savoir la CENI, le Haut Conseil des collectivités, la Haute Cour de justice et j'en passe.
À la question portant sur le niveau d'exécution du budget en dépenses et en recettes, le directeur national du budget a répondu. À la date du 15 octobre, nous avons pu faire une situation qui indiquait que nous avions une exécution des dépenses à hauteur d'un peu plus de 70% des crédits adoptés et promulgués. Donc naturellement, ces dépenses se trouvent réparties en charges financières de la dette, en dépenses de personnel, en dépenses de biens et services, en dépenses de transfert et en dépenses d'investissement. Les recettes mobilisées permettaient de faire face aux dépenses. L'exécution du budget aujourd'hui tient compte de l'idée forte dégagée par son Excellence le Président de la République quant à la limitation de certaines dépenses et à leur renvoi sur les lignes budgétaires contenues dans la loi de finances initiale 2021. La moralisation de la gestion de la chose publique est une priorité du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Après le dégel de certains comptes publics, la traçabilité des opérations a montré des incohérences. Il a été constaté que certains établissements dont les comptes ont fait l'objet de dégel total ont fait beaucoup de retraits. À ce stade-là, on ne peut pas dire qu'il y a détournement. Mais ce que le CNRD a dit, c'est que chacun doit pouvoir justifier les mouvements et les soldes auxquels nous sommes rendus aujourd'hui. C'est ce qui a entraîné les séances d'entretien avec un certain nombre de responsables de ces entités il y a 2 jours. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, qui a eu des séances de travail avec les gestionnaires publics, a réitéré la volonté du CNRD à imprimer une gestion vertueuse dans l'appareil administratif. On reste très formel et très catégorique là-dessus. S'il s'avérait que les sorties d'argent n'ont pas été faites dans l'intérêt du service public pour lequel ça a été débloqué, nous prendrons toutes les mesures liées à ces décaissements qui ont été faits. Il n'y aura aucun état d'âme, parce qu'il est important qu'aujourd'hui, en Guinée, qu'on comprenne et qu'on accepte que le plus souvent, nous devons plutôt servir le pays au lieu de se servir du pays. Moraliser la gestion de la chose publique est la chose qui nous permettra de sortir du gouffre dans lequel nous sommes depuis plusieurs années. Et c'est le combat que le président veut mener. Dans ce combat-là, nous sommes tous déterminés à l'accompagner. Donc au moment venu, vous aurez des communications par rapport à ça. À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de vous dire est-ce qu'il y a eu détournement, malversation, vol. Mais quand ça sera avéré, on vous fera une communication. Et là-dessus, on sera sans pitié, sans état d'âme. Répondant à la question liée à des comportements peu honorables de certains hommes habillés, colonel Amara Kamara, dans un ton ferme, rassure la population. Le CNRD veut, au même titre, assainir l'administration publique et moraliser la gestion de la chose publique, donner un comportement digne des soldats. Que le soldat guinéen soit celui qui est au service de la population et non pour se servir de la population. Là-dessus, vous avez su remarquer qu'il y a des hommes qui sortent dans la rue, ils vont chez les opérateurs économiques, ils vont chez les industriels, ils vont dans les mines pour demander une cotisation, pour demander une assistance du CNRD, pour aider le CNRD à commencer les actions de gouvernance. Ça ne relève que de l'escroquerie et de l'indignité des hommes qui se comportent comme ça. Là-dessus, le numéro 100 existe encore. Continuez à nous donner des informations. On continuera à faire la traque de ces hommes-là pour débarrasser la Guinée de ces mauvais enfants, pour qu'ensemble on puisse vivre en paix et se regarder dans les yeux. Il y a eu d'autres cas, à part les 2 premiers cas, pour lesquels il n'y a pas eu beaucoup de communication, parce que des procédures normales et judiciaires ont été engagées. Des personnes se trouvent aujourd'hui à la maison centrale liées à des comportements très indignes des soldats. Et nous continuons à faire également des combats et des mesures sont en train d'être prises pour éradiquer les mauvaises graines dans nos rangs. Ça va continuer tous les jours, même si ça ne fera pas objet tous les jours de communication.
Sur l'évolution de la situation du pays, le Comité national du Rassemblement pour le développement entend maintenir le contact avec la presse pour une information objective et régulière de la population. Célébration en différé de la Journée internationale des PME. Les entrepreneurs ont saisi l'occasion pour interpeller les décideurs à soutenir les femmes entrepreneurs, mais également à promouvoir le label Made in Guinée. Reportage Alpha Isiagaba. Alpha Kabanabé est entrepreneur depuis 1995. Son champ d'action, la valorisation des produits locaux, notamment les fruits et légumes, entre autres. À l'occasion de la Journée internationale des petites et moyennes entreprises, Nabé, tout comme d'autres entrepreneurs, formule des plaidoyers quant aux difficultés d'accès au financement. Nous profitons de cette opportunité pour vous expliquer ce que nous faisons. Et les plaidoyers aussi concernant les difficultés d'accès au financement. Il y a la fiscalité, il y a tout un tas de problèmes. Les problèmes d'emballage, mais rien ne peut se faire sans moyens de financement. Célébrée en différé, la Journée internationale des petites et moyennes entreprises est une aubaine pour les acteurs de ce secteur d'attirer l'attention des décideurs sur les conditions de travail des entrepreneurs guinéens. Aussi, inviter les citoyens à la consommation du Made in Guinée. D'abord, il faut formuler le plaidoyer à l'interne, c'est-à-dire au niveau des autorités nationales. Et c'est ce que j'ai demandé à M. le Premier ministre et au Président de la République d'appuyer le ministère en charge du développement des petites et moyennes entreprises au plan institutionnel et au plan technique pour qu'effectivement, au plan institutionnel, nous puissions travailler à l'amélioration de l'écosystème des petites et moyennes entreprises, au plan technique pour que nous ayons les moyens de les accompagner. Nous célébrons cette journée à l'instar des autres nations du monde pour conférer, donner la place qu'il faut aux PME en tant que moteur de la croissance économique de nos États. À ce jour, près de 300 000 petites et moyennes entreprises sont répertoriées sur le plan national. Dans la société, elles jouent un grand rôle. C'est par exemple l'employabilité des jeunes et la valorisation de la production locale. En Guinée, l'une des priorités du développement porte sur l'autonomisation des femmes. Cette année, plus de 500 filles ont décroché leur certificat dans les filières couture et coiffure, une formation professionnelle pour soutenir l'auto-emploi de cette couche dans notre pays. Diamo Kaba. En Guinée, l'employabilité de la couche féminine passe par la professionnalisation des différents corps de métier. Dans les locaux du Centre d'autonomisation de Cameroun, près de 500 jeunes filles suivent des formations en couture et coiffure. Le défi à relever, c'est le renforcement de l'aptitude des apprenantes à générer leurs propres revenus. Je pense qu'une fois au dehors d'ici, je peux même moi-même créer mon centre. Ils ont créé une opportunité bien saisie pour nous, que nous allons profiter de cette opportunité. C'est pour les apprendre à se perfectionner sur la créativité des emplois, gérer les revenus, comment aider d'autres jeunes filles à pouvoir adhérer à leur programme. Cette assistance est une des composantes du vaste programme d'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes filles en Guinée. La présente formation que j'ai l'honneur de présider s'inscrit en droite ligne des préoccupations de notre département, à accompagner techniquement les filles et les femmes bénéficiaires que vous êtes d'une part, mais aussi et surtout à vous outiller afin de mieux vous préparer pour une insertion socio-économique réussie à travers l'auto-emploi, gage certain d'une autonomisation inclusive et durable de la gente féminine. Autre ambition, réduire la vulnérabilité de la couche féminine, avec la perspective que ces jeunes filles deviennent des actrices de la lutte contre la pauvreté, pour lancer des initiatives qui pourront concourir à construire leur pays. Formation encore avec ce geste de la fondation de l'Éridi Abdul Wakili qui accompagne l'État dans le volet éducation. Elle vient d'offrir de nouvelles salles de classe aux populations du quartier Tchernodibia, c'est dans la préfecture de Kindia. Reportage Nabi Kamara. Aucun développement ne peut s'opérer en dehors de la formation intellectuelle et éducative des enfants.
C'est en cela que la Fondation Abdul Wakil pour la bienfaisance s'investit dans la promotion de l'éducation à Kindia. Elle vient de construire et rénover 4 bâtiments de 14 salles de classe franco-arabe et 3 directions dans le quartier Tchernoïbia. Ces infrastructures complètement meublées et équipées viennent ainsi combler le déficit d'établissement dans la commune urbaine de Kindia. Celui qui construit une maison dans ce monde ici-bas est son logement. Mais à l'au-delà, ça sera sa demeure. Donc, grâce à Dieu, tant que je gagne de l'argent, je vais construire des écoles arabes. Pour le proviseur du lycée franco-arabe de Tchernoïbia et le préfet de Kindia, ce geste est patriotique. C'est une fierté pour l'éducation. C'est une fierté pour la préfecture de Kindia. Il n'y a pas un mois, nous étions encore à l'école impériale. C'est un plus dans la préfecture de Kindia pour l'éducation. C'est encore une prison qui est fermée. Pour encourager davantage les enseignants et encadreurs du lycée franco-arabe de Tchernoïbia, Elhaj Abdul Wakil Alamali Keita, érudit de Kindia, a mis à leur disposition des motos et une voiture toute neuve. Santé, dans ce journal, le combat contre la poliomyélite se poursuit. Les journées nationales de vaccination viennent d'être lancées. Les agents vont sillonner les ménages pour toucher plus d'enfants au cours de cette campagne. Le point avec Saamara Tolno. Pour renforcer l'immunité collective des enfants contre la poliomyélite, la Guinée lance les journées nationales de vaccination. L'opération consiste à administrer 2 gouttes de vaccin poliomyélite orale aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Elle se déroulera du 22 au 26 octobre, comme j'ai dit, sur toute l'étendue du territoire national. Elle va concerner les enfants de moins de 5 ans. Au total, nous avons près de 3 millions d'enfants qui seront touchés. Et ces enfants seront vaccinés, quel que soit leur statut vaccinal. Et voilà. Et nous avons mobilisé les vaccins, plus de 3 millions de doses de vaccins. Pour atteindre les 3 millions d'enfants ciblés par l'opération, plus de 12 000 agents vaccinateurs et mobilisateurs communautaires vont sillonner le territoire national. Nous allons dans les concessions pour faire vacciner les enfants, sensibiliser les mamans, leur dire quelle est l'importance de la vaccination. Quand on vaccine les enfants, ça leur donne de bonne santé et puis ça développe la croissance des enfants, ça évite les paralysies aussi. Aux côtés des autorités guinéennes pour éradiquer cette maladie, les partenaires techniques et financiers, tous réaffirment leur volonté à œuvrer pour éliminer cette maladie. Cette campagne est importante pour nous dans le processus de l'éradication de la poliomyélite en Guinée et partout en Afrique. Nous comptons que toute la population va sortir, présenter leurs enfants et bénéficier des 2 gouttes de vaccins qui vont être administrés par nos vaccinateurs et les superviseurs qui sont mobilisés pour accompagner cette campagne. C'est ici de mettre en exergue la volonté politique du moment à travers le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que son chef du gouvernement, le Premier ministre, pour leur engagement pris pour cette activité-là. Nous savons que le vouloir du bien-être de la population guinéenne est une priorité. En 2020, la Guinée avait notifié 43 cas de poliomyélite contre seulement 8 cas les 10 premiers mois de 2021. Maintenir cette courbe à la baisse en vue d'éliminer définitivement cette maladie est le combat des responsables en charge de la santé et leurs partenaires. Un autre combat, c'est celui contre les pratiques néfastes à la santé des femmes. Des cas sont notifiés du côté de Bangouya dans la préfecture de Kindia, d'où la tenue d'une campagne de sensibilisation dans la localité. Elle est initiée par la fédération Mounafani. Reportage Makale Souma. Les agressions physiques, le viol, les mutilations génitales féminines sont les thèmes choisis pour ces causeries villageoises. Autant de violences basées sur le genre qui préoccupent dans la commune rurale de Bangouya. Dans les 28 villages, il y a aujourd'hui une réduction totale de ces éléments. Nous lançons un appel pour renforcer encore les efforts déployés sur le terrain pour que vraiment notre communauté puisse se débarrasser de ces éléments comme une fois dégradants pour les êtres humains.
La Guinée est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où la prévalence de l'excision est l'une des plus élevées. 97% selon l'enquête démographique de santé de 2005. Ces exciseuses, longtemps sollicitées à Bangouya, sont aujourd'hui conscientes des dangers liés à la pratique et surtout des sanctions prévues par la loi. Moi, Buntu Kamara, je ne le ferai plus parce que je connais désormais les conséquences. Moi, je ne le ferai plus jamais. L'excision est égale à la prison. Quand on te dit que ta santé et ta longévité dépendent d'une chose, tu es obligé de respecter et de suivre cela. Ces campagnes de prévention des mutilations génitales féminines, le mariage d'enfants et l'excision sont organisées pour vulgariser le mécanisme d'alerte précoce. 3 communes rurales sont concernées, Samaya, Bangouya et la commune rurale de Sougueta. Elles seront soutenues pour faciliter une déclaration publique sur l'abandon de ces pratiques. L'engagement est là, comme vous avez écouté, avec les différents témoignages des exciseuses. Je pense que c'est de maintenir cela, maintenir le cap, afin que vraiment le taux de prévalence au niveau du pays, au niveau national, soit réduit. Ces campagnes seront régulières pour une meilleure conscientisation des populations sur ces pratiques néfastes pour la santé des femmes et filles de ces contrées. Et puis, lutte contre l'instrumentalisation des conducteurs de taxi-moto. La formation vise à promouvoir la quiétude sociale. Du côté de Nzérékoré, l'heure est à la capitalisation des acquis de ce projet. Le compte rendu avec Mohamed Salioupaï. Le projet d'appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes conducteurs de taxi-moto se poursuit. Dernier virage de l'initiative, la responsabilisation des bénéficiaires afin qu'ils puissent animer un cadre de concertation entre acteurs impliqués. Appuyer les cadres de concertation qui ont été mis en place, qui vont constituer, disons, d'instances de gouvernance où les différents acteurs vont échanger sur les multiples problèmes qui assaillent l'exercice de cette activité et ensemble trouver des pistes de solutions. Le présent projet a été initié par le gouvernement guinéen afin de créer de l'emploi pour les jeunes et contribuer à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Il permettra également aux jeunes de développer de façon durable leurs initiatives et activités entrepreneuriales afin de contribuer efficacement à la réalisation de la cohésion sociale et la paix dans le cadre de la participation à la construction d'une Guinée émergente, forte, d'une jeunesse ambitieuse et entreprenante. La présente rencontre est l'occasion pour ces différents acteurs de faire l'autopsie du phénomène instrumentalisation et violence politico-sociale des jeunes taximotards, notamment en période électorale. L'instrumentalisation des taximotos est l'œuvre de nous tous. S'ils sont des acteurs, nous aussi, nous sommes des acteurs, car c'est les politiques et c'est le social qui les engage, qui les instrumentalise. Le premier rôle revient à nous de faire un examen de conscience afin de minimiser les effets pervers de ce comportement. Lancé il y a 2 ans, ce projet devrait permettre aux jeunes taximotards de se départir de l'influence des politiques afin d'être responsables et autonomes, favorisant ainsi la paix dans la cité. Parlons toujours de paix. La stabilité du pays préoccupe les religieux. Ils ont fait des prières pour la consolidation de la paix en cette période de transition. C'est une initiative de la Fondation El Hadj Djeriba Diaby. Le compte rendu avec Moussa Mikini Kamara, Diamokaba. Cette séance est marquée par des lectures coraniques. Elle est suivie d'un chapelet de bénédiction. C'était à la faveur d'une journée de prière à Ratoma. Une conception de la Fondation El Hadj Djeriba Diaby pour la paix à l'occasion du redémarrage de ses activités session 2021-2022. Des vœux sont formulés pour que l'État puisse continuer sa marche victorieuse vers l'émergence. Le peuple guinéen est grand. Nous avons eu les dirigeants qui ont fait la fierté de l'Afrique. L'indépendance de notre pays a libéré toute l'Afrique. Si nous avons libéré l'Afrique et que nous-mêmes nous n'arrivons pas à se libérer de notre idée personnelle, notre intérêt personnel, notre
nous partisans, c'est que c'est nous les Guinéens qui détruisons la Guinée. Dans tous les pays du monde, il y a toujours des problèmes. Même les grandes nations, les grands pays où les démocraties ont commencé, ils ont des problèmes. Mais pourquoi tous ces gens-là arrivent à trouver la solution? Parce que c'est l'intérêt national qui est au-dessus de l'intérêt personnel. L'objectif global de cette action en Guinée s'appuie sur les sources d'inspiration et le potentiel des ressources religieuses du pays pour identifier des pistes d'action concrètes permettant de construire une paix durable. Comme on a remarqué avec le colonel, nous sommes un pays laïque. Les deux livres de Dieu, la Bible et le Saint-Coran. Les gens ont juré sur ça. Inch'Allah, on est bien parti. Donc, que Dieu les aide, que Dieu nous aide, que Dieu fasse vraiment que le peuple de Guinée se retrouve, qu'on se pardonne. La guerre n'apporte rien, l'intelligence développe, l'intelligence construit. Le but de cette rencontre est aussi d'inspirer une réflexion permanente sur les enjeux de la paix et du développement durable en Guinée. La réconciliation des Guinéens, une mission phare du CNRD. Ce matin, les parents des victimes des violences politiques ont conféré avec une délégation des nouvelles autorités. La question du pardon et de la réconciliation a été abordée. Reportage Alassane Tambaya Conté, Moussa Bangoura. C'est une mobilisation pour la sensibilisation et de pardon. Le message de paix et de réconciliation est adressé aux parents des victimes des manifestations politiques, avec la main tendue des nouvelles autorités en Guinée. Jeunes, femmes et sages, parents des victimes, se montrent favorables au pardon et à la réconciliation. Je suis très content aujourd'hui ce matin d'être avec toutes les fils de la Guinée ensemble ici. J'aimerais leur demander le pardon. Seul le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême, le lion noir, ne peut pas construire la Guinée sans l'aide des Guinéens et sans la volonté de tout le peuple de Guinée. C'est pour dire à la jeunesse de l'Axe, merci. Le message est bien compris et ce message est pris en compte. Et nous allons réagir par rapport à ce message. Ça ne doit même pas être la seule rencontre. Ça, on doit élargir ça dans tout le pays pour que chacun sache qu'on a droit à la réconciliation. Pour écrire une nouvelle page glorieuse de la Guinée, tous conviennent sur la nécessité de la réconciliation nationale, condition préalable d'un décollage socio-économique du pays. Le message que je vais vous parler, c'est un message de paix, un message lié au passé. De paix sociale, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de valeur. Mais ce qui va accompagner le paix social, c'est la collaboration et la coopération de tous les fils de Guinée. À travers cette initiative, les sages expriment une fois encore leur reconnaissance au président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. À Koya, rien ne va plus entre l'église catholique et la communauté villageoise de Kendoumaya. Le problème porte sur un domaine dont l'église revendique la propriété. Reportage Bernard Tonguino. Il décide de briser le silence afin d'alerter l'opinion nationale et internationale. Ces représentants de l'église catholique se prononcent sur ce qu'ils qualifient de tentative d'expropriation des biens de l'église dans le village de Kendoumaya, préfecture de Koya. Au cours de cette conférence de presse, le presbytérium fait le point sur le conflit domanial qui oppose le monastère à la communauté riveraine. Contrairement à l'opinion admise et répandue au village de Kendoumaya, ce domaine estimé à 26 hectares n'a jamais été un don fait à l'église par les habitants du village. Ces 26 hectares ont été une cession de l'État guinéen à l'archidiocèse de Conakry, qui en avait fait la demande. Nous ne comprenons plus pourquoi, depuis 2020, il y a des gestes de menace, d'envahissement, d'occupation illégale des domaines des frères. Nous protestons contre cet acte d'occupation
En condamnant les agressions dont sont victimes les prêtres religieux et religieuses sur le site, l'Église catholique pointe du doigt les inforces répandues au sein de la communauté villageoise de Kenumaya sur des supposés engagements des prêtres vis-à-vis du village. Les jeunes ont été manipulés sous prétexte que le domaine de l'Église appartiendrait au village et que pour avoir ce domaine, le cardinal Sarah aurait fait des promesses au village que l'église allait bitumer la route de 7 km, l'église allait électrifier le village, l'église allait faire tous ses travaux. Cela était archi faux. L'église n'a jamais promis quoi que ce soit. Selon les conférenciers, le tribunal de première instance de Koya a déclaré l'église propriétaire du domaine au terme d'une audience tenue le 15 juillet 2021. C'était porté à leur connaissance. Et conformément à l'article 601 du Code de procédure civile, ils avaient un délai de 10 jours pour contester la décision, pour lever appel. À travers cette déclaration à la forme d'une lettre ouverte, l'Église catholique appelle à l'implication des autorités au plus haut niveau pour la résolution définitive de ces conflits qui continuent de préoccuper les religieux et religieuses vivant sur le site de Kenumaya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Faranas et dans le Sankaran comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.